Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette rencontre virtuelle FLE d'ouverture du parcours pédagogique que nous proposons en partenariat avec le Cavilab pour la deuxième année consécutive. Cette année, le parcours vise à réfléchir ensemble autour des clés de la pédagogie ludique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de compter sur l'intervention d'Hélène Émile et pour cette rencontre virtuelle FLE de lancement intitulée Les clés de la ludopédagogie. Pendant cette rencontre virtuelle FLE, Hélène Émile va présenter les principes fondamentaux du jeu et de la ludification dans l'enseignement du FLE. Vous allez pouvoir découvrir comment ces approches favorisent l'engagement, la motivation ainsi que l'autonomie des apprenants grâce à des exemples concrets d'activités ludiques. Pour présenter Hélène Émile très rapidement, donc Hélène Émile est formatrice au Cavillam Alliance française depuis de nombreuses années. Elle conçoit et anime des formations diverses en FLE et en FOSS. Son intérêt pour les jeux l'a conduite à en faire un levier dans l'enseignement et apprentissage des langues et en formation. Spécialisée dans l'innovation pédagogique, elle participe régulièrement à la création de ressources dans le cadre des projets du Cavillam Alliance française, en particulier en collaboration avec TV5 Monde Édu. Voilà, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve en fin de session pour un temps d'échange. Et Hélène, je te laisse la parole. À tout à l'heure. Merci Séverine. Bonjour tout le monde. Je vois que ça vient d'un peu partout, les bonjours, de plus ou moins loin, mais c'est chouette. C'est l'avantage du virtuel, hein, c'est que on peut vraiment se retrouver avec des gens de partout dans le monde. Je vois Eduardo qui est à fond sur le côté Brésil, Euh, mais c'est très chouette de voir autant de monde. Et bonjour Malek, autant de monde et qui viennent d'autant d'endroits différents. Donc, comme le disait Séverine, on va effectivement parler de ludopédagogie aujourd'hui, avec quelques références, quelques réflexions un peu théoriques, mais on va essayer que ce soit pas trop pénible quand même. Et puis, comme le disait Séverine, je vais vous demander d'intervenir de temps en temps dans le chat pour répondre à quelques questions. Donc, n'hésitez pas à participer. Toute réponse sera la bienvenue et fera avancer notre réflexion. Ce que je vous propose, euh, c'est de partir sur trois temps différents avant qu'on puisse échanger et que vous puissiez poser vos questions. La première question, ce sera de répondre à c'est quoi la ludopédagogie? Et puis ensuite, on réfléchira un petit peu aux avantages que ça peut avoir en classe et surtout, parce que c'est là le plus important, de comment est-ce qu'on joue en classe, comment est-ce que on amène cette dimension-là pour que ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui vous a fait venir aujourd'hui ou pas, mais c'est vrai que la ludopédagogie, la pédagogie ludique, appelez ça comme vous voulez, ça donne l'impression d'être très tendance en ce moment. On en voit partout, dans les manuels, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn en particulier, mais pas que, sur Facebook, dans les groupes de profs, plein de jeux, de ludiques aussi. Euh, mais si ça a l'air d'être nouveau, et ben en fait, ça l'est pas tant que ça. Et alors, je vais notamment m'appuyer sur les travaux de deux personnes qui s'appellent Margarida Romero et Eric Sanchez et qui ont notamment développé le concept de ludomite. Et le premier ludomite, pardon, c'est que c'est pas nouveau du tout. On a même exactement joué à prendre. C'est deux verbes qu'on va associer beaucoup. Euh, la ludopédagogie, ou en tout cas l'idée d'utiliser le jeu, les dynamiques ludiques, ça remonte à loin parce qu'on retrouve déjà dans l'Antiquité, notamment chez les Égyptiens, des éléments
de jeu au profit d'une certaine forme d'apprentissage. Je vous ai mis une illustration qui a été réalisée avec l'IA, comme vous le voyez, pour vous parler très 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 rapidement d'un livre qui a été écrit par un sociologue, par un historien du jeu et notamment de la place du jeu dans la culture, qui s'appelle, alors pardonnez-moi s'il y a des spécialistes de la langue néerlandaise, je suis pas très très bonne en prononciation, mais cet historien s'appelle Johan Huizinga. Et en 1938, en tout cas pour la traduction, il a publié un livre qui s'appelle Homo Ludens. C'est un essai sur la fonction sociale du jeu. Et déjà, dans cet ouvrage, il y a plein de réflexions sur la place qu'occupe le jeu dans notre société et euh, sur l'attrait que ça peut avoir pour différents domaines, dont l'éducation, même si c'est pas sa spécialité. Donc le premier point, c'est que c'est pas nouveau du tout la ludification ou la ludopédagogie, même si la théorisation entre guillemets est plus récente, mais on trouve des traces de ça très très loin dans l'histoire. Le deuxième point qu'on associe souvent, et je l'ai vu dans le chat, c'est la ludopédagogie, mettre des jeux dans la classe, c'est sympa, ça motive pour apprendre. Eh ben ça, c'est un autre ludomythe. On va en reparler. Il y a des choses à préciser, en tout cas. Alors avant d'aller plus loin, il faut quand même qu'on s'interroge sur ce que c'est que la ludopédagogie. Et c'est là que je vais avoir besoin de vous dans un premier temps. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu pour vous? Qu'est-ce que vous associez comme mot à jeu, comme mot, comme adjectif, comme vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est qu'un jeu pour vous? Alors, ok, donc il y a plein de choses. Du plaisir qui revient beaucoup, de l'amusement, ok, du repos, ok, une attitude, hein, ok, du collectif, pas toujours, mais oui, euh, de la communication, de la joie, de la créativité, ok. Bon, ça va, vous êtes au taquet pour répondre, c'est chouette. Gardez cet enthousiasme, je vais avoir besoin de vous à d'autres moments. Pas de stress. Eh ben, on va réfléchir à la question. Hop, une activité qui génère du plaisir. La meilleure façon d'apprendre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'en est une. Euh, on va voir quelques exemples. Développer des compétences, certaines skills, oui, ok. Il y a quand même quelques fois dans le chat un petit mot qui revient et qui est important, on en reparlera. Si je prends une définition, par exemple dans le dictionnaire Flammarion, euh, la notion de plaisir arrive sous la forme de récréative, mais le plus important, c'est la notion de règle. Et en fait, quand vous dites, et à juste titre, hein, qu'il y a une notion de plaisir dans le jeu, c'est vrai. Alors, c'est plus ou moins développé selon les jeux qu'on utilise ou les dynamiques qu'on met en place. Mais c'est pas toujours là, puis c'est surtout pas toujours là pour tous les étudiants. Il y a des élèves qui prennent pas forcément beaucoup de plaisir à jouer. Et la chose importante, c'est qu'il y a des règles. On peut pas jouer n'importe comment, on peut pas faire n'importe quoi pendant cet espace-temps-là. Et cette notion-là, il va falloir qu'on la mette vraiment au centre et qu'elle soit confirmée, qu'elle soit acceptée par tout le monde d'une façon ou d'une autre. Euh,
Je pourrais reprendre les propos de Huizinga, je pourrais reprendre les propos de Roger Caillois, qui est un Français pour le coup, un écrivain et un sociologue, qui ont défini le jeu à peu près avec les mêmes critères. Mais je vais vous proposer plutôt les critères alors, est-ce que les étudiants sont plus attentifs aux règles du jeu qu'aux règles de grammaire? C'est possible. À nous d'aller dans ce sens-là, peut-être. On va voir. La personne que vous avez devant vous en photo s'appelle Gilles Brougère. C'est un spécialiste du jeu. Il est professeur à Paris 13 et il est notamment responsable, donc il est professeur de sciences de l'éducation et il est notamment responsable d'un master, d'une section jeu dans un master sciences de l'éducation à Paris 13. Et lui, il détermine 5 critères pour définir le jeu. Et si un de ces critères n'est pas présent, exactement, Gilles Brogère, si de ces critères n'est pas présent, bah alors on ne serait pas complètement dans une dimension de jeu. Il est dans un ouvrage qui s'appelle Jouer, apprendre, dont je vous mettrai la référence complète. Euh, alors, a priori, il y a un problème de son. Est-ce que ça vient de chez moi ou pas? Moi, j'ai pas de problème. Je m'entends pas 2 fois. Euh, bon. Continuez à signaler dans le chat si jamais il y a un souci. Donc, Gilles Brogère, dans Jouer et apprendre, dit qu'il y a, pour lui en tout cas, il y a 5 critères. Le premier critère de ce qui fait un jeu, c'est le second degré, ce que les enfants verbalisent par c'est pour du faux. C'est pas, on n'est pas dans la pleine réalité quand on joue, quand on participe à une activité ludique. Le deuxième critère qu'il met en avant, c'est la décision, à savoir qu'un joueur peut s'engager ou pas dans la partie. Et surtout, il va avoir des choix à faire pendant l'activité. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a plusieurs niveaux de décision et qu'on va pouvoir activer ces différents leviers à plusieurs moments. Le troisième critère, c'est peut-être le plus important, c'est celui de la règle. Alors, pour paraphraser un ouvrage que vous connaissez par cœur, ou presque, euh, alors oui, on en parlera tout à l'heure, Léandra. euh, le nombre de participants et qui participent à l'activité est une notion importante. Euh, Troisième critère, c'est la règle, cette règle dont on a parlé tout à l'heure, que certains d'entre vous ont évoqué, cette règle qui pose le cadre, qui pose le contexte. Et donc, je disais, pour paraphraser un livre que vous connaissez, on pourrait dire que cette règle ou ces règles, c'est le cadre commun de référence pour les joueurs et pas pour les langues ce coup-ci, mais oui, jouer le jeu, exactement. Quatrième critère, c'est ce que lui appelle la frivolité, que Huizinga traitait plutôt sous le forme de gratuité, par exemple. Alors, c'est pas la gratuité ou la frivolité au sens ça coûte rien d'acheter des jeux, parce que c'est pas vrai, loin de là, mais plutôt que il n'y a pas de conséquences dans cette activité-là, qu'on peut se tromper, que ça ne pose pas de problème, que peut-être que ça va freiner la progression, mais qu'en tout cas, il n'y aura pas de conséquences négatives, il n'y aura pas de répercussions dramatiques sur la production des apprenants. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous. Et le dernier critère, c'est la notion d'incertitude. On ne sait pas au début du jeu comment ça va se passer, on ne sait pas au début du jeu qui va gagner, et c'est tout ce qui fait le sel de ces activités-là. Alors certains de nos apprenants sont plus ou moins compétents selon certaines dynamiques, mais à nous de varier les dynamiques et d'adapter en fonction des objectifs qui sont les nôtres. On en reparlera tout à l'heure. Donc, quand on a dit tout ça,
C'est quoi la ludopédagogie? La ludopédagogie, d'abord, c'est une démarche active, euh, voire très active. En tout cas, c'est une démarche très construite. L'idée de la ludopédagogie, c'est pas, pour revenir sur un mot que vous avez beaucoup utilisé tout à l'heure, c'est pas le plaisir, c'est pas la notion de divertir. Si on divertit, tant mieux, mais c'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est donner du sens, c'est rendre la langue outil de communication, outil utile de communication. Et j'apprends pas pour réaliser des exercices, j'apprends pas pour passer un examen, mais j'apprends la langue pour communiquer et pour être capable d'interagir avec d'autres personnes. Et donc la ludopédagogie, elle va mettre le jeu, les jeux, les dynamiques de jeu au centre de la démarche, au centre des apprentissages pour favoriser les apprentissages. Donc, on va pouvoir utiliser tout un tas de choses et sans utiliser nécessairement de jeu, on va aussi pouvoir utiliser des processus de ludification. Donc, ce sont deux notions très proches, mais pas exactement la même chose. L'idée, dans la ludification, c'est de transformer une activité qui n'est absolument pas ludique au départ, qui n'a rien à voir avec ce domaine-là, de la transformer en ajoutant, en utilisant des mécaniques de jeu, en ajoutant, je sais pas, un système de points, de défis, une notion de compétition, pourquoi pas, d'ajouter des mécaniques de jeu pour activer le levier de modification. Exemple de ludification que j'ai volontairement pris en dehors de l'enseignement des langues, mais qui fonctionne très bien. Ça, c'est un processus utilisé par une prof d'histoire géo. Vous avez sans doute reconnu le jeu qui a servi de modèle à ça. C'est un qui est, sauf que c'est un qui est orienté sur des personnalités politiques marquantes du XXe siècle. Alors, je vois concrétiser l'information. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est rendre, donner du sens à l'apprentissage, rendre l'apprentissage utile. Et donc oui, faire en sorte que les apprenants comprennent encore plus, encore mieux, pourquoi est-ce que apprendre tel ou tel point de grammaire, par exemple, peut être intéressant. C'est pas juste pour faire des exercices, c'est aussi pour pouvoir raconter des histoires au passé, si j'apprends le passé composé et l'imparfait, par exemple. Autre exemple qu'on va pouvoir utiliser, alors là, moi, je vous ai mis un modèle qu'on va pouvoir adapter de plein de façons. Euh, donc ça, c'est une adaptation d'un jeu très présent à la télé en France. C'est le jeu du 100 mètres que vous pouvez réduire sans problème. Un jeu du 60 mètres, ça marche aussi. L'idée, c'est que vous allez travailler sur un aspect. Alors, ça peut être du vocabulaire, façon petit bac, mais où tout le monde va jouer ensemble et les uns après les autres. Par exemple, si je dis ça se mange à l'école, ça se mange, pardon. Oui, alors je vois, oui, il y a des jeux de qui est-ce pour les célébrités qu'on va pouvoir utiliser. On n'en reparlera pas forcément aujourd'hui, mais dans un autre volet de ce chapitre autour de la ludopédagogie. Attention, quand on utilise des jeux du commerce, hein, ils sont pas faits pour l'apprentissage, en tout cas la majorité d'entre eux. Et il y a quelques règles à suivre. Mais on en reparlera. Donc, si je reviens sur l'exemple du jeu du 100 mètres, l'idée, c'est par exemple de faire trouver aux apprenants un maximum d'éléments qui se mangent, par exemple. Et donc, là, moi, j'ai mis cinq apprenants en exemple. Chacun à leur tour, ils vont devoir trouver quelque chose qui se mange. Et si ils donnent une bonne réponse qui n'a pas été dite, ils avancent d'un pas.
dans la course. Si il donne une mauvaise réponse, quelque chose que les autres ne valident pas comme étant quelque chose qui se mange, ils vont rester sur place. Mais c'est pas parce qu'ils vont rester sur place qu'ils ne vont pas pouvoir gagner. Euh, alors, pour répondre à la question, le qui est et le jeu du 100 mètres rentre dans la ludopédagogie plutôt que dans la ludification. En fait, c'est deux choses qui sont ensemble, mais qui sont pas exactement la même chose. Ça, par exemple, alors le qui est, c'est potentiellement un, si on en reste là, c'est potentiellement plus de la ludification. Mais la ludification, l'exemple classique, c'est quand vous faites un quiz, tout ce qu'il y a de plus basique pour réviser ce que vous voulez, et que vous le faites papier comme un quiz, c'est une version normale, c'est une version classique, pas ludique du tout. Quand vous le transformez avec un caout, par exemple, c'est de la ludification. Et alors, pour répondre à une... oui, alors il donne les réponses à tour de rôle. L'idée, c'est qu'il mémorise ou qu'il note. C'est à nous de voir si on autorise le passage par l'écrit ou pas. Il donne une réponse à tour de rôle et ils avancent ou ils n'avancent pas en fonction de la réponse qu'il propose. Et c'est possible d'utiliser ce système-là du niveau A1 jusqu'au niveau C2, si vous voulez. Ça, c'est pas un souci. Ce qui va changer le niveau de l'activité, c'est ce que vous allez faire trouver aux apprenants. Donc, si je prends des objets de la classe, je suis en A1, enfin, je peux commencer en A1, mais si je travaille avec des aspects interculturels, avec je sais pas moi, des artistes francophones, par exemple, ou des monuments français, j'augmente un petit peu le niveau parce qu'il y a, en plus de l'aspect linguistique, il y a un aspect culturel. Vous pouvez aussi utiliser ce système-là pour faire de l'argumentation. Vous prenez un sujet qui revient régulièrement au DELF, par exemple, et pour stimuler l'imagination, pour stimuler la réflexion des apprenants, vous pouvez très bien utiliser un système comme celui-ci pour augmenter le nombre d'arguments qu'ils ont dans la manche ou le nombre d'exemples qu'ils ont à leur disposition. Alors, question d'Aurora, à quel moment est-ce qu'on emploie ce genre d'activité? Ben, c'est toute la question et on en reparlera tout à l'heure. Une version numérique ou en ligne pour ce jeu, je ne crois pas, mais pourquoi pas, on peut l'utiliser avec... là, moi, je vous l'ai mis comme ça, mais je peux le projeter en classe et on avance des pions magnétiques sur la surface, ou on peut très bien utiliser un Geniali, par exemple. Alors, Giovanna répond à la question d'Aurora, je le fais en fin d'unité, c'est possible. Alors, pourquoi dites-vous que ce n'est pas forcément celui qui finit le premier qui gagne? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est pas parce qu'un étudiant se trompe à un moment donné qu'il ne gagnera pas. Si je reviens en arrière, par exemple, si vous regardez la position de l'étudiant numéro 5, ben, il était un peu à la traîne à un moment donné dans l'activité, sauf que il arrive sur la ligne d'arrivée en même temps que l'étudiant numéro un, en tout cas dans le même tour que l'étudiant numéro un. Et donc, il est à égalité. Et là, on va pouvoir, si on veut pousser le bouchon encore plus loin, on va pouvoir proposer une mort subite aux étudiants, aux deux étudiants qui sont arrivés en tête pour savoir quel est celui qui va donner la dernière réponse, quel est celui qui aura le dernier mot. Donc, ce dispositif-là, vous pouvez vraiment l'adapter à des niveaux différents, à des publics différents, et c'est vous, en tant que prof, qui allez identifier quels sont les objectifs que vous voulez travailler et sur quoi est-ce que vous allez interroger les étudiants. Autre exemple qui vient de Canva, donc ça, on est totalement dans la ludification. Donc ce modèle-ci est un modèle modifiable quand vous êtes
en version payante, mais vous en avez d'autres qui sont disponibles en version gratuite et que vous pouvez modifier. Là, c'est une réutilisation, une adaptation du jeu de loi qui est orienté sur le recyclage. Et donc, comme vous le voyez, hein, il y a cinq temps différents et à chaque numéro correspond une demande particulière. Donc, les jeux de loi, c'est un vrai principe qu'on peut démultiplier à l'infini. Et qu'on peut utiliser pour du linguistique, qu'on peut utiliser pour du communicatif, qu'on peut utiliser pour pour de la grammaire, pour du vocabulaire, pour des tas de choses. Donc c'est un principe qui fonctionne plutôt pas mal et à plein de niveaux différents. Je vois Irène qui dit ça me fait penser au jeu du trivial. Exactement, sur le principe, on est dans cette idée-là que c'est pas parce que je ne donne pas une bonne réponse tout le temps que au final, que je ne vais pas gagner. Euh, on peut le faire au moment de vérifier si le lexique vocabulaire a été acquis. Oui, bien sûr, c'est complètement possible. Tout dépend de comment vous construisez votre jeu de loi, par exemple. Euh, Autre possibilité de ludification, je vous parlais de Kahoot tout à l'heure. Là, moi, je vous ai mis un exemple d'un autre outil numérique qui s'appelle Playfactile et qui est plutôt pensé pour proposer une activité de révision, par exemple, mais façon Géopardy. Alors, est-ce que tout le monde connaît le principe du Géopardy? À savoir que pour une fois, on n'a pas des questions auxquelles on répond, mais l'idée, c'est on a la réponse et il faut trouver la question ou une question qui fonctionne. Alors, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, on va faire un exemple. Je vais vous demander de répondre dans le chat. On va utiliser un exemple que j'ai travaillé avec des étudiants dans un contexte très particulier. Pour l'instant, je vous donne pas le contexte. Vous allez voir avec la première question si ça marche. Si je vous dis euh, le Wolof, donc ma réponse c'est le Wolof. Il faut que vous posiez une question à laquelle le Wolof peut répondre. Alors, la proposition de Karine, quelle langue est parlée en Afrique? Je ne valide pas parce que c'est un peu trop large, l'Afrique. Mais par contre, quelle langue est parlée au Sénégal? Oui, ça marche. Donc, il faut bien penser à formuler une question et la question doit pouvoir amener la réponse qu'on a donnée au début. Donc oui, on va jouer autour de la zone Sénégal-Gambie. Si je vous dis le 4 avril, parce que quelqu'un a une question pour le 4 avril. Quel jour sommes-nous? Alors, pas tout à fait. La question est grammaticalement correcte, donc j'accepte. Mais si je suis en mode interculturel, je n'accepte pas parce que ça ne répond pas. Pour information, le 4 avril, c'est le jour de la fête nationale au Sénégal. Si je vous dis, allez, ce sera mon dernier exemple de réponse, un tout petit peu plus compliqué peut-être. Si je vous dis Banjoul, allez, je vous écris la réponse dans le texte, dans le chat. Alors, comment ça suffit pas, Maïté? Non, c'est pas comment dit-on bonjour au Sénégal. Oui, Thomas, quelle est la capitale de la Gambie? Bonne réponse, enfin bonne question, puisque la réponse est bien Banjul. Alors, j'aime beaucoup la question d'Audrey. Comment s'appellerait l'enfant caché de Bandol et du rapport Joule? C'est bien tenté,
mais c'était pas ça. Mais j'aime beaucoup. Pour répondre à Maïté, la réponse que je vous ai donnée, c'était Banjul, Banjul, et Banjul, c'est la capitale de la Gambie. Donc, en fonction de vos objectifs, en fonction du public que vous avez en face de vous, ben, vous allez construire un Géopardy qui va être plus grammatical, plus lexical, plus culturel. Euh, sur Playfactile, ce qui va être intéressant, c'est qu'à chaque fois, là, vous voyez, j'avais pris en exemple la team brocoli et la team ananas. Et à chaque fois qu'on valide une question, et ben les points s'ajoutent automatiquement. Donc, on peut identifier où on en est dans le parcours. Ce qui va être intéressant aussi dans cette mécanique-là, c'est que les étudiants vont devoir être stratégiques. Est-ce que ils veulent des questions faciles auxquelles ils sont à peu près sûrs de répondre mais ils vont marquer moins de points? Ou est-ce qu'ils vont aller sur des questions potentiellement plus difficiles parce qu'elles rapportent plus de points, mais ils sont pas sûrs d'avoir la bonne réponse? Donc, quand ils jouent en équipe, c'est aussi un moyen de négocier entre eux et d'arriver à se mettre d'accord sur la bonne stratégie à adopter. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, quel rapport avec les conjugueurs? C'est qu'en l'occurrence, l'exemple que je vous ai mis sur les yeux, sous les yeux, pardon, c'est moi qui ai décidé de faire un quiz de révision générale sur plusieurs conjugaisons. Voilà. Donc, voici quelques exemples. Autre exemple possible, une adaptation des petits chevaux. Donc, jouer aux petits chevaux, bien sûr que les étudiants peuvent proposer des réponses, évidemment, une fois qu'on a mis en place la mécanique, que c'est OK chez tout le monde, bien sûr qu'on peut renverser le jeu et que ça va être eux aussi qui vont pouvoir participer à la création de la liste de réponses avec lesquelles on va pouvoir jouer. Et si dans l'institution dans laquelle vous êtes, il y a plusieurs classes de français, on peut très bien imaginer un quiz général avec les questions des uns et des autres. Donc ça marche très bien. Exemple donc que je vous propose là maintenant, c'est une adaptation des petits chevaux. Donc, alors oui, je suis d'accord, on est plus sur de l'oral que de l'écrit, mais il y a d'autres jeux qu'on va pouvoir utiliser pour ça. On n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais oui, il y a des tas de jeux qu'on va pouvoir utiliser ou des tas de mécaniques ludiques qu'on va pouvoir utiliser en fonction de ce qu'on veut travailler avec les apprenants. Donc, le choix qu'on va faire, nous, en tant que prof, sur quelle activité que je prends et à quel moment je l'utilise, c'est fondamental. On en reparlera. Là, si... alors, il faut pas écrire les questions, il faut proposer les réponses au Géopardy et ensuite alors oui, par exemple, si on joue dans du virtuel et qu'on écrit les réponses, qu'on écrit les questions dans le chat, ça marche aussi, hein, pas de souci. Si je prends l'exemple des petits chevaux pour le DEL, je peux imaginer en A1, par exemple, poser sur chaque case une thématique qu'on va pouvoir discuter au Delphin, la famille, les loisirs, la ville, la maison, les études, etc., etc. Et à chaque fois que les étudiants vont tomber sur une case avec un mot-clé, il va falloir qu'ils proposent soit une question en rapport avec cette thématique, soit une phrase qui parle de cette thématique pour eux, par exemple. C'est un moyen de les entraîner à cette partie de l'examen ou à un autre examen. Alors, attention, ludomite numéro 3, il ne suffit pas d'amener de la compétition ou d'amener des points ou de donner des badges, par exemple, pour que ça fonctionne, pour que ça suffise à faire de la ludopédagogie. Euh, il va falloir construire tout ça. Alors, je vous mets ici des exemples d'accessoires de ludification que vous avez sans doute tous utilisés ou presque. La balle, c'est un grand classique. On a tous une balle ou une boule de papier avec du scotch autour qu'on a mis dans notre sac pour pouvoir
dynamiser la prise de parole, pour pouvoir faire des révisions de vocabulaire ou de grammaire un petit peu plus dynamiques, par exemple. Vous allez pouvoir utiliser des objets qui font du bruit, par exemple un klaxon de vélo, par exemple un instrument de musique, par exemple, j'en ai un autre, un couette, un objet pour chien. Alors, évidemment, il faut pas que le chien ait joué avec, sinon c'est pas terrible. Oui, il y a aussi des buzzers en ligne ou des applications sur téléphone qui peuvent fonctionner. Donc ça marche pour mettre les étudiants dans une dynamique de jeu télé, dans une situation de jeu télé, où il faut qu'ils buzzent, qu'ils fassent du bruit pour prendre la main avant de répondre. Ça canalise aussi un petit peu la prise de parole dans une activité ludique, parce que parfois, ça peut prendre un peu plus de place et de volume sonore. Alors, celui-là propose des enveloppes. Oui et non, tout dépend de ce que vous mettez dans les enveloppes et tout dépend de ce que les apprenants ont à faire avec ces enveloppes. Si vous mettez par exemple des bouts d'énigmes à l'intérieur, oui, c'est un principe de ludification. Si vous mettez, je ne sais pas, si vous mettez des sujets de Delphes, c'est moins ludique, par exemple. Autre élément qu'on va pouvoir utiliser. euh, alors, bonne question sur l'interaction et sur la correction phonétique des apprenants ou sur la correction linguistique. Moi, par principe, je n'interromps pas les apprenants, sauf si l'erreur crée un gros parasite pour la compréhension des autres. Mais à partir du moment où la communication passe, je laisse et ensuite on fera un temps de correction. Euh, Si c'est des erreurs répétitives, je vais les noter et on en reparlera après. On fera un vrai temps et on en reparlera tout à l'heure. On fera un vrai temps de correction collective, mais c'est important de pas casser la dynamique ludique qui a pour objectif, entre autres, de motiver. C'est important de pas la casser en arrêtant les étudiants et en les corrigeant tout le temps. Sinon, ils auront plus très envie de participer. Est-ce que les moyens disponibles diminuent avec l'augmentation du niveau des apprenants? Euh, oui et non. Oui, dans le sens où bah, plus on avance en niveau et plus il y a de jeux qui sont facilement utilisables. Mais non, parce qu'il y a plein de choses à faire dès les petits niveaux. Oui, Guillermina propose les numéros de loto, bien sûr que ça peut être quelque chose qui permet de distribuer la parole, bien sûr, ça pose aucun problème. Alors Léandra dit je crois que non, mais je ne sais pas à quoi Léandra dit je crois que non. Je vous ai mis exemple 2D, alors des tout ce qu'il y a de plus classique. Vous allez pouvoir les utiliser, par exemple, pour imposer des contraintes, imposer un nombre de lettres dans un mot ou imposer un nombre de mots dans une phrase. Par exemple, Euh, vous allez pouvoir utiliser des dés aussi pour imposer un temps de conjugaison, par exemple. Et vous avez des dés qui sont très pratiques. Je vous en ai amené un exemple ici. Ce sont des dés qui sont recouverts de la même surface que les tableaux blancs. Donc, vous pouvez complètement les personnaliser et les adapter à l'activité que vous voulez mettre en place. Il y a des dés à six faces, tout ce qu'il y a de plus classique. Puis, il y a des dés un peu plus évolués, un peu plus gros, avec beaucoup plus de faces qu'un dé classique. Et donc, on peut ouvrir comme ça le champ des possibles. Hop. Les pions, on peut aussi utiliser, par exemple, si vous faites alors une activité
tout ce qu'il y a de pas ludique, un, une question, je sais pas, une activité de compréhension écrite, par exemple, ou une activité de vocabulaire sur feuille. Et ben, vous pouvez distribuer des pions à chaque participant ou à chaque équipe. Euh, et ce nombre de pions va matérialiser une possibilité de demander un indice ou de consulter un dictionnaire ou de consulter pourquoi pas, une liste avec les réponses. Et l'idée, c'est que à chaque fois que les étudiants vont avoir envie de consulter la réponse ou de venir vous demander un indice, ils vont payer, entre guillemets, avec un pion. Et donc, à eux de déterminer si ils ont vraiment besoin de l'indice, donc s'ils sont prêts à dépenser un pion ou s'ils le gardent pour plus tard. Alors évidemment, l'idée c'est de pas leur en donner 50. Il faut qu'il y ait une vraie notion de stratégie derrière. Donc si vous leur en donnez je sais pas moi 7 8 sur une activité moyenne, on va dire, c'est déjà pas mal. Il faut qu'il y ait un challenge et que donc qu'il y ait moins de pions que de réponses à donner, sinon c'est pas drôle. Je vous ai mis aussi l'exemple des cartes. Un jeu de cartes, tout ce qu'il y a de plus normal, classique de 54 cartes, vous pouvez très bien l'utiliser dans une construction d'histoire ou dans une activité de débat avec de l'argumentation. Et de temps en temps, vous faites piocher une carte aux apprenants, qu'ils soient en individuel ou en équipe. Et par exemple, si on est sur de l'argumentatif, si la carte est rouge, ils doivent donner un argument positif. Si la carte est noire, ils doivent donner un argument négatif. Par exemple, ça peut être plein de choses. Oui, le jeu Dixit est très bien. On peut en faire plein de choses différentes. C'est aussi ça qui est intéressant. On en reparlera peut-être une prochaine fois. Je regarde l'heure pour pas aller trop loin non plus. Autre matériel qu'on peut utiliser, c'est les Lego. Alors, il y a plein de façons d'utiliser les Lego, mais on va par exemple pouvoir s'en servir en description où un étudiant va, avec un certain nombre de briques, va créer un modèle et il va devoir expliquer aux autres à quoi ressemble son modèle. Et les autres qui ont exactement les mêmes briques, même couleur, même nombre, vont devoir, sur la base des indications orales, donc évidemment, ils ne voient pas le modèle, sur la base des indications, ils vont devoir reproduire le modèle. Euh, oui, un jeu de devinettes pour travailler le lexique nouveau. Alors oui, mais attention, parce que si c'est nouveau par définition, les apprenants ne le connaissent pas. Et donc, c'est potentiellement risqué. Mais, euh, mais dans l'absolu, pourquoi pas? Oui, en maths, c'est complètement possible. Le tangram, par exemple, fonctionne très bien en jeu de mathématiques. Les Lego, ça peut marcher aussi. Évidemment, tout ce qui est boulier, bien sûr. Oui, c'est exactement ça, Elena, décrire des parcours, présenter une procédure, par exemple. Ouais. Oui, alors, merci David. Oui, il y a des blocs comme ça de Lego qui existent. Après, si vous avez un magasin Lego pas trop loin de chez vous, il y a un truc qui est très pratique chez eux, c'est que ils ont un système où vous prenez une boîte vide. Alors, il y a deux ou trois tailles de boîtes et vous la remplissez au maximum. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Alors, si vous êtes comme moi et que vous êtes fan de Tetris, vous la rangez super bien organisée et à chaque fois, la vendeuse me dit, eh ben dis donc, vous n'êtes pas venu pour rien. Ah, non, moi, vous me donnez une boîte, vous me dites, je peux mettre tout ce que je veux dedans, j'optimise. Euh, alors, on va en reparler, mais des conseils que pour l'emploi du jeu dans une classe d'adultes, alors, ça va être les mêmes qu'avec une classe d'adolescents ou avec des enfants, sauf que il faut pas tomber dans l'infantilisation. Et donc, on va y aller. Là-dessus, je vous mets juste une citation que j'aime beaucoup, qu'une citation
d'Albert Einstein. On peut pas dire que ce n'est pas un adulte. Il a fait plein de choses très sérieuses dans sa vie, mais pour lui, le jeu, c'était la forme la plus élevée de la recherche. Il y a un côté très scientifique dans l'utilisation du jeu dans la vie et dans la classe. Alors, le jeu, c'est important dans la classe. Ça joue sur plein de choses, sur la motivation, sur l'implication. Euh, c'est écrit dans le CECR. Bon, à partir du moment où c'est dit dans le CECR, on a le droit, il n'y a aucun problème. Au-delà de ça, pour moi, il y a plein de parallèles intéressants entre la langue et le jeu de manière générale. Et je vais vous en donner que trois, mais le premier, c'est celui qu'on a évoqué tout à l'heure déjà, c'est celui de la règle. Dans une langue, il y a des règles à suivre pour pouvoir communiquer avec les autres. Là, c'est exactement la même chose quand on joue. Il y a des règles à suivre. Sinon, si on joue tous avec des règles différentes, bah, il se passe qu'au bout d'un moment, plus personne ne joue avec personne et c'est le bazar pour pas dire autre chose. L'autre point commun, c'est la notion d'interaction. On va interagir avec les autres, donc avec les autres locuteurs ou avec les autres joueurs, mais avec le jeu lui-même ou avec la langue elle-même. Et puis, comme on disait tout à l'heure, on est dans le fictif, on est dans le pour du faux, et donc on est immergé dans quelque chose, comme quand on est dans la classe de français ou quand on est en zone francophone, ben, on est totalement immergé dans une expérience linguistique. Donc, ces trois pôles-là, et il y en aurait d'autres, ces trois pôles-là, ils sont pour moi importants pour faire le lien entre la langue qu'on apprend et le jeu qu'on va pouvoir utiliser dans la classe. Donc, on a déjà parlé plusieurs fois hein, des avantages. On n'a pas évoqué le côté émotion qui va jouer aussi sur la mémorisation. On a tendance, plus ou moins selon les personnes, mais à mieux mémoriser des choses qu'on a vécues, qu'on a manipulées aussi. Et donc, le jeu permet ça, entre autres. Ça va faire bouger, pas seulement physiquement, mais aussi de me changer de réalité, de me changer d'espace, de me changer d'époque. Pourquoi pas? C'est aussi un moyen de faire bouger les étudiants et de les sortir de l'espace classe dans lequel on est un peu enfermé parfois. Donc les fonctions cognitives pour donner du sens là aussi, pour utiliser la langue pour ce qu'elle est et pas juste pour un objet d'apprentissage. On parlait de l'erreur tout à l'heure, ce que Huizinga, Kaiwa et Brugère ont verbalisé avec chacun leurs mots. Mais si je fais une erreur, c'est pas grave. J'ai le droit de recommencer. C'est pas définitif. Euh, donc ça, c'est plutôt chouette. Et sur le levier de motivation, c'est intéressant avec les apprenants qui sont le plus en insécurité dans l'apprentissage. Et puis, euh, pour vous donner une référence de réflexion vraiment sur le jeu dans la classe de langue, c'est cet ouvrage qui date un peu maintenant, mais qui date de 78, Jeu, langage et créativité, que certains ont peut-être... non, le livre... Alors, le livre de Bougère contient pas complètement des exemples de jeux, c'est plus de la réflexion et des choses que nous, on doit adapter parce que lui, il n'est pas professeur de langue, il est professeur de sciences du langage. Donc, c'est pas tout à fait la même dimension. Et donc, cet ouvrage Jeu, langage et créativité, Carré et De Bizère, alors, je vous ai mis une illustration. Eux, ils disent pas exactement ça. Ils comparent pas la langue à du popcorn, mais moi, c'est ce que je fais comme raccourci. Ils disent que le jeu, ça fait éclater le langage, que c'est une activité qui va encourager l'invention, qui va encourager la créativité, que ça va développer le potentiel langagier des apprenants. Euh, et puis, si on veut basculer
vers les compétences, les 4 ou les 5 compétences du 21e siècle. Le jeu, c'est vraiment quelque chose, en tout cas certaines formes de jeu, hein, pas tous bien sûr, mais travailler la créativité, travailler la pensée critique, travailler la résolution de problèmes, la coopération, c'est des choses qu'on va mettre assez facilement en place avec certaines dynamiques de jeu. Des jeux pour une classe d'adultes avancés, euh, plein. Euh, on va pouvoir utiliser dans la famille des chronies ou des tempos chrono, par exemple, qui sont des jeux dans lesquels il faut reconstituer des chronologies. Il y a des numéros de ces jeux-là qui sont relativement simples et qu'on va pouvoir utiliser avec des apprenants plus jeunes ou avec des niveaux plus faibles, mais il y en a d'autres qui sont plus compliqués. Je pense notamment à un jeu sur la littérature française, par exemple, qui va être intéressant, parce que là, on va travailler et sur des aspects linguistiques et sur des références culturelles qui sont pas forcément évoquées dans les manuels en A1 ou en A2. Alors j'avais un tout petit passage à vous lire, mais euh, est-ce que, je regarde l'heure, est-ce qu'on a le temps? Rapide. Il y a 4 lignes. C'est un extrait de Chagrin d'école de Pénac. Euh, Pas de panique, monsieur l'inspecteur. Il faut savoir jouer avec le savoir. Le jeu, c'est la respiration de l'effort, l'autre battement du cœur. Il ne nuit pas au sérieux de l'apprentissage car il en est le contrepoint. Et puis, jouer avec la matière, c'est encore nous entraîner à la maîtriser. Je trouve que ce tout petit passage, alors il y a plein d'autres choses très intéressantes dans Chagrin d'école, mais ce tout petit passage correspond parfaitement à l'idée qu'on peut avoir de l'utilisation du jeu dans la classe. Je vois, merci Muriel qui a remis la référence du jeu de Carré et de Bizère. Dans le document récapitulatif, vous les aurez, hein, toutes les références bibliographiques. La question importante, c'est comment est-ce qu'on joue en classe. L'idée, c'est pas juste j'amène un jeu et tout va bien, tout se passe bien. Dans les points importants, il y a le fait que d'abord, on a parlé d'intégration dans la classe. Il faut que je choisisse, moi, en tant que prof, le jeu que je veux utiliser, la mécanique que je veux utiliser et à quel moment je vais l'intégrer. Donc tout à l'heure, il y avait dans le chat une réponse sur le côté, ben, je l'utilise à la fin de l'unité, cette activité de jeu. C'est possible, mais c'est pas nécessairement à la fin de l'activité à la fin de l'unité que ça peut arriver. Ça peut être en début de séance pour réactiver un certain nombre de prérequis. Ça peut être au milieu pour faire un temps de digestion de l'information, d'appropriation du point linguistique, par exemple. Donc c'est à moi à réfléchir au moment le plus opportun pour intégrer le jeu ou l'activité ludique. La deuxième chose, comme il y a des règles, c'est de s'assurer que tout le monde connaît bien les règles. Et c'est encore plus vrai si vous détournez les règles d'un jeu que tout le monde connaît ou à peu près. Donc, si vous jouez à qui perd gagne, par exemple, bah, il faut s'assurer que tout le monde a bien compris ce que ça voulait dire qui perd gagne. Alors, avec des cartes vocabulaire et pour les enfants qui ne lisent pas, oui, il y a plein de jeux qui proposent des images sans texte et ils sont très bien. Je pense notamment au jeu Speech, par exemple, qui fonctionne et alors avec des enfants, avec des ados, même avec des adultes, évidemment. Point important, c'est d'impliquer tout le monde, y compris les étudiants qui ne veulent pas jouer. Donc, il va falloir leur proposer un rôle différent. Ça peut être un rôle d'observateur, un rôle d'arbitre, un rôle de vérificateur du temps, de validateur des mots dans le dictionnaire, par exemple. Ça peut être un rôle de coach. Ça peut être un rôle d'élément perturbateur, plein de choses. Là aussi, je vous mettrai une petite liste
de rôle possible pour un apprenant qui ne serait pas dans un état d'esprit très joueur au moment où vous voulez proposer l'activité. Et autre point important, c'est qu'on n'élimine personne parce que si vous faites une activité un peu longue et qu'il y a un apprenant qui est éliminé tout de suite, bah, qu'est-ce que vous faites de cet apprenant pendant les 18 minutes qui restent, par exemple? Donc, n'éliminez personne, c'est super important et c'est là que vous allez pouvoir utiliser un système de boîte, par exemple, avec des gages à l'intérieur ou avec des virelangues à l'intérieur. Et donc, les étudiants choisissent, moi les miens, ils choisissent dans la boîte. Donc là, il y a une boîte avec des virelangues. Là, il y a une boîte avec des gages. Donc, ils choisissent la boîte qu'ils veulent. Ils viennent piocher un élément et ils réalisent la petite punition linguistique. Et une fois qu'ils ont réalisé cette petite punition, ils réintègrent le jeu et tout va bien. Donc, on continue l'apprentissage. Alors, le jeu des loups-garous, il est très bien, mais il est un peu long. Et autre point très, 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 très important, c'est la notion de débriefing. Le, le, le ludomite numéro 5 voudrait que on apprend en jouant. Pour moi, on n'apprend pas en jouant, on apprend après avoir joué. Et le débriefing, ça va être important pour d'abord permettre aux étudiants de réagir, de donner leurs sensations, leurs impressions sur l'activité qu'on vient de proposer. Ensuite, on va leur demander de réfléchir euh, aux, aux apprentissages qu'ils ont mobilisés. Donc de verbaliser ça. On n'a pas utilisé un jeu pour jouer, on a utilisé un jeu pour ancrer des apprentissages. Et donc, il va falloir que moi, je les amène à faire le bilan exactement, Jessica. Euh, alors, quand je dis punition, c'est une punition gentille. Hein, il est évidemment pas question de frapper les apprenants, mais l'idée, c'est de leur proposer un gage linguistique, par exemple, comme, oui, c'est ça, une petite tâche à accomplir. Par exemple, trouve 5 mots qui commencent par la lettre P, par exemple, ou un virelangue. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches, par exemple. Des petites choses comme ça qui vont aussi les faire travailler le vocabulaire, la grammaire, la prononciation. Mais il s'agit évidemment pas de les punir, mais plutôt de leur permettre de réintégrer le jeu avec une petite, une micro-tâche supplémentaire. Euh, oui, alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure gage tout à l'heure, mais tout le monde ne connaît pas le mot gage. C'est pour ça que j'utilisais le mot petite punition linguistique. Mais c'est exactement ça. Donc ce débriefing, il est vraiment très important, quel que soit le moment auquel vous avez joué dans la classe ou l'activité ludique que vous avez intégrée. L'idée, c'est vraiment de faire un point de bilan, un point de synthèse de l'activité et de ramener les étudiants dans le réel de la classe et de ramener les étudiants vers pourquoi on a fait ça. Si on fait ça, ça marche. Si on ne fait pas ça, et a fortiori avec des adultes, on reste dans le côté jeu pour jouer, et ça peut ne pas marcher du tout avec les adultes, notamment, mais pas que. Voilà. Est-ce que vous pouvez un jour nous parler des stratégies sur comment alors oui, alors j'ai pas d'exemple là tout de suite. Et puis je regarde l'heure, il est -1, alors c'est pas gagné. Mais alors vous évoquez les étudiants qui auraient des problèmes d'élocution, mais ça peut être d'autres difficultés pour d'autres étudiants, des 10 quelque chose. Il va falloir faire attention et le choix du jeu est aussi important là-dessus. Il va falloir faire attention à l'activité qu'on propose à nos apprenants et ne pas toujours être sur les mêmes dynamiques pour que les étudiants qui auraient une difficulté dans telle ou telle compétence ou dans tel ou tel maniement de la langue ne soient pas lésés en permanence avec les autres.
Bien sûr que les étudiants peuvent participer à la création de virlangues, à la création de listes de vocabulaire. Bien sûr, euh, c'est des choses qu'on peut faire, mais il faut que les étudiants aient compris la mécanique pour ensuite pouvoir enrichir cette mécanique avec ce qu'ils proposent. Je vais redonner la main à Séverine. Parce que comme il y a eu plein de questions et qu'on a échangé sur les questions en direct, ben, il est déjà presque l'heure et que certains doivent partir. Merci à vous. En effet, bah écoute, je pense que tu as répondu quand même à beaucoup, beaucoup de questions en direct. J'en avais reçu certaines via questions-réponses. Alors, ce qu'on peut faire, c'est Oui, que tu peux lister les questions, me les envoyer et j'ajouterai des réponses au, au dans le document dossier. récapitulatif. D'accord. Ok, bah je te les passerai. Bah écoute, merci beaucoup. Tu vois, tous les participants, je suppose, enfin, vont partir avec de nombreuses idées de jeux à faire avec leurs élèves, quel que soit l'âge de ces derniers. Donc, merci beaucoup pour cette boîte, ces nombreuses idées. Donc, comme je vous le disais, merci de bien vouloir regarder votre email et d'avoir un peu de patience, le temps que voilà, on puisse faire le montage de la vidéo sur YouTube pour que vous puissiez avoir le lien vers le replay. Comme vous le disait Hélène, hein, vous n'allez pas avoir la présentation, mais un document de résumé de la session avec toutes les références donc, que tu as évoquées, Hélène, et on ajoutera ces questions supplémentaires qui... Alors, il y en a beaucoup qui sont aussi passées dans le chat, donc je pense que je te partagerai aussi le chat hein, pour que tu puisses voir un petit peu tout ce qui a été commenté ou toutes les questions qui ont été posées. Vous recevrez donc votre certificat de participation et aussi, alors si tu veux bien passer les diapos, Hélène, parce qu'il y a le petit QR code, tu sais, vers Bien le sûr. questionnaire de satisfaction, plus pour évaluer les aspects techniques de cette session. Voilà, et on vous renvoie de toute façon le lien par email aussi. Alors, sachez que si vous avez envie de nouveau de suivre une formation animée par Hélène dans le cadre des formations édition Maison des Langues, elle va animer un atelier virtuel FLE le 29 avril sur le jeu terrain d'interaction et d'apprentissage. Et donc Oui. l'atelier explorera les compétences langagières mobilisées par le jeu et le lien entre mécanique ludique et engagement des apprenants. Donc ça, c'est le mardi 29 avril. C'est un atelier donc, qui dure 2 heures, un atelier en ligne. Et cet atelier, contrairement à la session d'aujourd'hui, est une session payante. Alors, chaque session d'atelier, c'est 27,90 € et donc là, on enregistre la session, mais simplement le replay est donné aux personnes qui se sont inscrites. Et on a aussi une nouveauté cette année, c'est qu'il y a des bourses à gagner. C'est un tirage au sort qui sera fait en fin d'année entre toutes les personnes qui auront payé leur inscription aux ateliers virtuels FLE du parcours pédagogique de cette année. Donc tout ça, on vous le rappellera aussi par email. Et sinon, si vous voulez voir comment nous, au niveau des éditions Maison des Langues, on a intégré le jeu dans nos méthodes, vous recevrez aussi des informations sur une rencontre virtuelle FLE animée le 16 avril par Amandine Quetel, qui vous expliquera voilà, comment nous, au niveau des éditions Maison des Langues, dans nos méthodes ou sur notre espace virtuel, on a intégré les mécanismes du jeu dans notre offre éditoriale. Voilà, eh ben, écoute, merci beaucoup Hélène. Vous avez Avec été plaisir. plus de 400 personnes connectées en direct. Donc merci, merci énormément d'avoir consacré 1 heure de votre temps à cette rencontre virtuelle FLE. Merci encore à Hélène d'avoir animé cette session et merci à l'Alliance française Cavilam, avec institution avec laquelle nous organisons, nous avons co-construit ce parcours pédagogique de cette année. À très bientôt, soyez attentifs à votre email et on se retrouve sans doute dans les prochaines semaines et avec toi Hélène, c'est sûr, à la fin du mois d'avril. Voilà, merci encore, à très Merci beaucoup. bientôt. À bientôt. À bientôt.